podcast show. Maps, data, vision, you magicians. Hey, hey, it's the podcast show with Joe Magician. Et bienvenue dans le podcast du Géomagicien. Ici, on parle de géomatique sans jargon inutile, de tech ou de blabla. Et surtout, ce qu'on fait vraiment, c'est avancer nos métiers. Aujourd'hui, je reçois Denis, ingénieur full stack Python et React, expert SIG. Et si vous n'avez pas tout compris à ce titre, restez bien avec nous. Mon but, c'est justement de vous faire comprendre. Salut Denis, comment tu vas ? Ben écoute, ce vendredi très pluvieux, je vais très bien. J'espère Super. que toi aussi. J'ai hâte de discuter de sujets SIG. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, moi ça va très très bien. C'est spécial aujourd'hui parce que c'est le tout premier épisode qu'on enregistre. T'es le tout premier invité, peut-être d'une longue série, je l'espère. Et ça me fait plaisir de commencer avec toi parce que t'as un métier qui est très technique et qui peut ou peut-être qui est même très compliqué pour beaucoup. Oui. Et j'ai hâte que tu puisses nous expliquer concrètement ce que tu fais, quel est ton métier, comment est-ce que se situe ton métier aujourd'hui en 2026, puisque nous sommes début 2026 maintenant déjà, hein, ça passe vite. Et du coup, ce que je te propose déjà, avant d'aller plus loin, c'est de te présenter et de présenter ce que tu fais sans nommer ton métier. Ah, ça, nommer mon métier. Ok. Donc, alors je vais me nommer quand même. T'as le droit de te nommer. Voilà. Alors, moi, c'est Denis Bouroufala. Donc, je suis actuellement dans le sud. Bon, vous reconnaissez avec mon accent. Bientôt, potentiellement à Paris. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Je conçois et je développe des solutions à SIG pour le compte de sociétés. Voilà. Où je les conçois, où je les assiste. Voilà. Très bien, c'est clair. Du coup, bientôt à Paris, ça, tu vas quitter le sud ? Je vais quitter le sud parce qu'il n'y a pas forcément d'opportunités en Provence. Et puis voilà. Donc, je vais aller porter le maillot du PSG. Non, c'est une blague. Mais oui, voilà. Très bien. Merci pour cette petite intro. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as fait pour en arriver là professionnellement et maintenant tu as droit de nommer ton métier ? D'accord. Comment j'ai fait ? Alors, comment j'ai fait pour en arriver là professionnellement en tant qu'ingénieur SIG full stack ? Faut savoir que quand je suis sorti de l'école, donc moi j'ai fait rien à voir avec le SIG, j'ai fait un BTS système électronique. Du coup sur Aix-en-Provence, donc plutôt dans l'électronique. J'étais pas forcément destiné ni à être développeur ni quoi que ce soit. Je devais rester dans l'électronique. Puis en fait, quand je suis sorti de l'école du coup en 2007, j'ai très rapidement travaillé et j'ai intégré en fait GRDF. Donc le groupe ERDF-GRDF. Donc j'insiste bien sur ERDF-GRDF parce qu'en fait, c'est pour placer le contexte. C'était à l'époque où ça s'appelait encore comme ça, où c'était en train d'être totalement séparé. Donc c'était limite encore étatique. Donc voilà. Et j'ai très vite en fait intégré les mondes du SIG sur des SIG propriétaires. Alors c'est même pas des SIG propriétaires au sens propriétaire comme GeoConcept, GeoMedia ou SRI. Non, c'était vraiment des SIG propriétaires propres à l'entreprise. Voilà. Okay. Donc il y a eu déjà cette phase de SIG. Bon, j'étais plutôt dans un sens à ce moment-là utilisateur. J'ai commencé à développer un peu des solutions, enfin des surcouches, voilà, ce qu'on appelle plutôt des pro-logiciels à l'époque, je pense. Voilà. Et de fil en aiguille, donc je faisais du SIG, mais je me suis mis à développer des solutions pour automatiser. Donc à l'époque, c'était plus du C++, du VB, ce genre de choses. Le Python commençait à émerger. En fait, de fil en aiguille, quand j'ai commencé à traverser les sociétés, donc j'ai intégré le domaine du FTTH, du télécom par exemple, il fallait développer des solutions pour scaler l'activité. C'est un énorme boom. Et c'est là où vraiment, avec la double casquette, à la fois de technicien SIG, on produit des études SIG, et à la fois de développeur de solutions. Parce qu'il fallait accélérer, il fallait scaler l'activité. Parce que sinon, on pouvait pas faire. On pouvait pas faire.
Puis il y avait une composante relevé terrain. Du coup, il fallait un peu composer avec tout ça. Et c'est du coup de fil en aiguille, en traversant les sociétés, en montant ma boîte, après en 2014, où j'ai pu mettre en avant tout le savoir SIG et en continuant à apprendre tout le savoir SIG qu'on peut accumuler, à la fois sur la partie terrain, à la fois sur la partie études, en mettant en avant aussi mes compétences en Python, en C++, et du coup en React, voilà, en front, et j'ai pu de fil en aiguille concevoir des solutions, du coup par exemple pour Veolia, pour contribuer à des solutions avec Airbus Ouais. hélicoptères. Enfin voilà, c'est là que j'en suis jusqu'à maintenant. Donc c'est ça ma direction. Mais Ok. j'ai eu entre guillemets l'avantage de pouvoir créer ma société rapidement, parce que Neo Infracom, qui est le groupe Equans maintenant, ANJ, quoi, qui m'a permis de faire ça, m'a permis de Ok. m'accompagner sur cette phase-là. Du coup, ça m'a permis d'être vraiment de pouvoir apprendre dans mon métier, pas Ouais. être dans une sorte de bulle, enfin de Ouais. carré, de rectangle où tu es bloqué parce que on te met des barrières. Là, vraiment, j'ai pu faire énormément de choses, tester pas mal de choses pour arriver aujourd'hui à être ingénieur full stack surtout et à pouvoir Ouais. proposer des solutions performantes et pertinentes. Ok, très bien. Quand tu dis à l'époque, ton expérience RDF, GRDF, c'était il y a combien de temps à peu près, hein? 2007, c'était 2007, ok. Donc bientôt ouais, 20 ans, bientôt 20 ans que tu es dans oui, les SIG. Ok, c'est ok. ça, c'est ça. Et quand tu dis que tu as monté ta boîte, est-ce que tu étais seul, comme on dit un peu aujourd'hui, ce qui est un peu à la mode, en freelance, indépendant, ou est-ce que tu as monté une structure avec des collaborateurs, salariés potentiels? Non, alors ce que j'ai fait, alors j'ai eu plusieurs heures. J'ai monté ma boîte avec un associé. Mhm. Donc j'ai monté ma boîte avec un associé parce que c'est assez classique comme schéma. Mhm. Tu te dis toujours, il y en a un qui va être technique, enfin un Ouais, CTO entre guillemets, et il y en a ouais, un qui va être un peu plus commercial parce qu'il va ouais, chercher le contrat, parce qu'il a un peu plus la parlotte. Enfin, voilà. ouais. Du coup, on était plus sur cette phase-là. La composante est que il y avait une composante terrain, il y avait une composante bureau d'études. Ben, ce, qui, Mhm. se- ce qui se présente classiquement enfin, dans des boîtes, des bureaux d'études. Tu as le terrain, t'as le bureau. Et du coup, on a commencé comme ça. Et puis à un moment donné, on s'est étendu. On s'est étendu. Et du coup, on a recruté. On est monté à 10 personnes. Ok. On est monté à 10 personnes. Donc voilà, on s'est étendu comme ça. Du coup, on a ajouté la partie managériale, on a dû former des gens en Mhm. interne. On avait plutôt un management horizontal parce que j'aime pas ce système le management descendant. On Ouais. était un peu précurseur dans le télétravail, dans le remote, Mhm. parce qu'à l'époque, ça se faisait pas. Ça se faisait pas du tout. Ouais. Du coup, on a tenu compte, voilà. Et puis, écoute, et puis on a avancé comme ça, Ok, jusqu'à très bien. 2021. Et donc, parmi les collaborateurs que tu as recrutés, tu avais des profils dev, hein, j'imagine, que tu as accompagnés. Ouais. Oui, alors, j'ai eu des profils dev. J'ai eu des profils un peu plus que moi qui venaient enfin, entre guillemets, de ma promotion. Mhm. Voilà. Donc, je connais très bien, que je connais encore très bien. Ils Mhm. sont pas loin d'ici. Après, j'ai eu des devs. Il y a aussi des personnes non dev que j'ai formées Ok. parce parce qu'ils avaient l'appétence pour ça. Ouais. Voilà. Puis Ok. j'ai eu des personnes plus SIG Ouais. qui se sont formées aussi Ouais. par la force des choses. Parce que Ouais. après, on va peut-être en parler après, mais sans spoiler, faut bien comprendre un truc, c'est qu'il y a des domaines qui sont sortis de terre Mhm. d'un seul coup et qui ont fait qu'en fait des gens se sont formés au SIG Mhm. Ouais. pour le besoin de pas mal de sociétés. Ça a été jusqu'en 2021, peut-être encore, mais de sûr jusqu'en 2021, ça a Mhm. été un énorme vivier de techniciens SIG. Ouais. Voilà. Mais Voilà. justement, quand on dit développeur SIG, concrètement, c'est quoi déjà, par rapport à un développeur, qu'est-ce qu'apporte la SIG? Est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un qui, admettons, un technicien SIG qui connaît QGIS, c'est quoi être développeur SIG? Ah, alors, déjà, développeur SIG, il y a développeur. Ça veut dire que comme tout développeur, il a sa stack. Donc, PHP, C Sharp, Python,
C++ aussi, ou React, c'est un peu les composantes. Chacun a sa Mhm. stack, on reste sur quelque chose qui est assez développeur. Ouais. Donc Donc ici, juste il y a cette part. pour Ouais, être sûr que tout le monde comprenne, quand on dit une stack, c'est un peu comme un sac à dos avec tout son système, son écosystème et ses outils, c'est ça? exactement. C'est son langage, c'est ça, c'est son langage. Comme on parle à quelqu'un, comme on parle en français, en anglais, on parle à un ordinateur bien un langage. Donc en fait, c'est ces langages-là essentiellement qu'on retrouve aujourd'hui encore. Puis il y a la phase un peu aussi base de données classique qu'on a connu. Bon, à l'époque, on connaissait Access par exemple. Maintenant, c'est du Postgre, du DynamoDB. Enfin, ce genre de. L'essentiel, Mhm. c'est Postgre, c'est du SQL qui Mhm. permet en fait de faire du requêtage. Mhm. Puis donc voilà, t'as ça, tu as trois pôles grosso modo. Tu as le front, tu peux avoir le front avec du React, de l'Angular, enfin du JS, voilà, du Mhm. JavaScript. Tu as le back-end avec du C++, du Python, tout ce que j'ai dit, du C Sharp, tout ce que j'ai dit avant. Et puis tu as les bases de données. Ça, c'est les trois pôles qui constituent un développeur SIG. Ça veut dire qu'un développeur est avant tout un développeur de base. Ça veut dire il n'est pas obligé d'exercer un SIG. Il peut faire autre chose. Moi, je fais autre chose aussi. Je peux pas me permettre de rester comme un SIG. C'est trop niché, entre guillemets, pour pouvoir, si toi, tu connais pas ta coûte. Voilà. Et après, tu as la partie SIG. C'est-à-dire, la partie SIG, c'est ta partie fonctionnelle. Parce que, on peut dire ce qu'on veut, mais tout développeur, à un moment donné, quand il traverse des sociétés, il traverse des domaines fonctionnels. Donc, il faut qu'il apprenne le domaine du client pour pouvoir faire du code qui soit pertinent. Donc, nous, en tant que développeur SIG, donc là, on vient ajouter cette partie-là SIG. Et cette partie-là SIG, c'est quelqu'un qui fait du QGIS. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'il fait. Quelqu'un qui fait du QGIS, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait de la vectorisation, qui retrace, sur QGIS ce qu'il voit sur le terrain ou ce qu'il voit sur un papier. Ça, c'est la première phase. Et après, développeur QGIS, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir développer des plugins, c'est-à-dire surenrichir les fonctionnalités de QGIS. Voilà. Détection on envoie des photos, il détecte les coordonnées GPS, il les met sur une carte, géolocalisée, il transforme un plan qui déjà existe en PDF, il met sur QGIS. Il peut développer une interface avec Qt, Qt qui est le composant essentiel de QGIS. Et c'est ça en fait, un développeur QGIS, c'est quelqu'un qui va être développeur tout court et qui va venir appliquer des concepts de SIG qui connaît très bien QGIS pour pouvoir lui apporter, pour le surenrichir et en faire un logiciel à part entière. Voilà. Ouais. Et c'est très intéressant ce que tu dis. Il y a énormément de vocabulaire. Je pense que Pardon. pour toi c'est naturel. Pour tous ceux qui connaissent très bien, c'est naturel. Mais quand on ne connaît pas le métier, ça peut paraître assez intimidant. Et selon toi, la plus grosse incompréhension qu'ont les gens sur le métier, c'est laquelle? Sur le métier donc de développeur SIG. Alors, c'est pas sur développeur SIG, parce que les développeurs, ils connaissent tous, enfin, avec le monde qu'on a aujourd'hui. Voilà. C'est plutôt sur les SIG. Hmm. On ne sait pas ce que c'est. Tout simplement, on ne sait pas ce que c'est SIG. Alors, système d'information géographique, ou GIC en anglais, mais on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça représente, en fait? On ne sait pas. Et on l'explique. On peut au début parler de géographie. Enfin, la Terre, la géographie. C'est ce que j'ai fait avec mon fils, parce qu'il fait la géographie en ce moment. Donc, je dis, ah, papa, il fait ça. Et du coup, tu expliques la géographie, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que toi tu fais des cartes, tu fais pas, tu vois. Je sais que, par exemple, toi, tu fais des belles cartes, donc avec Illustrator, tout ça. Donc, ça commence par là, tu vois, ce genre de choses. En fait, c'est l'expliquer. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, comme personne ne sait ce que c'est, personne ne le connaît, on connaît l'IA, on connaît le développeur, on connaît pas le SIG. Comme personne ne le sait, il faut leur expliquer. Alors, ça passe par plusieurs phases. Tu peux commencer à être bas niveau et expliquer que c'est, tu vois, les coordonnées géographiques, les conversions de coordonnées géographiques. Ben, c'est ça, tu rapproches avec l'école. Tu sais ce que tu fais à l'école avec les vecteurs, avec les coordonnées, c'est exactement la même chose. Et en fait, c'est ce genre de choses. C'est ce genre de choses et les amener en fait à comprendre exactement ce que c'est à travers les différentes strates. Euh, Tout simplement. Hmm. Il y a, il y a, il y a, il y a Google qui a vraiment amené la phase SIG sur le devant de la scène.
parce qu'avec Google Earth, avec Google Maps, que tout le monde utilise, souvent on met pas le nom SIG derrière, mais ça a permis de bien mettre en évidence ça. Souvent, j'entends beaucoup de personnes pour expliquer ce que c'est qu'un géomaticien, quelqu'un qui fait de la géomatique, pose la question en demandant est-ce que tu vois ce que c'est Google Maps. C'est un peu ça, et puis ça permet de créer une porte d'entrée pour comprendre un peu ce que sont les SIG. Est-ce que lorsqu'une entreprise a besoin de développer une solution, Oui. il y a potentiellement un risque qu'elle ne soit pas consciente que dans le dev, il va y avoir des SIG. Est-ce que c'est Totalement. quelque chose qui te parle, c'est une réalité? Ah, totalement. J'ai eu très peu de cas où une entreprise était consciente qu'elle avait besoin du SIG, et du coup qu'elle en avait besoin. La seule, c'était Veolia, mais parce que c'était les eaux de la Somei qui appartenait aux eaux de Marseille qui était rachetée par Veolia. Et eux étaient conscients parce que c'était un éditeur de logiciels SIG. Voilà, ils développaient des plugins par-dessus Geomedia. Donc en fait, ils étaient très conscients. Mais beaucoup de fois, on me prenait comme développeur Python. Mhm. Et en fait, je suis dessus et puis je dis mais là il vous faut du SIG. Ça c'est du SIG. Donc il vous faut quelqu'un qui a les concepts du SIG. Et là il y a un switch qui se fait. Il y a un switch qui se fait parce que déjà elles en prennent conscience. Donc tu leur expliques, tu leur amènes à expliquer c'est quoi le SIG. Qu'est-ce que tu peux leur apporter. Tu leur amènes aussi ta vision. Du coup souvent la solution elle évolue. Voilà, elle évolue. Donc elle évolue en termes de code, de développement logiciel. Elle évolue aussi au niveau d'architecture logicielle, c'est-à-dire d'architecture proprement dite, c'est-à-dire que mais là il faut peut-être mettre une base de données. Là, est-ce qu'on met une base de données, est-ce qu'on met du cloud, parce que c'est ce qui fait beaucoup maintenant. Okay, voilà. Et là du coup tu vas faire évoluer la solution vers quelque chose que toi tu comprends, tu leur amènes ton expertise. Et c'est un effet valorisant parce qu'en fait en plus tu leur expliques c'est quoi le SIG et tu leur fais prendre conscience aussi de ça. Voilà. Ouais. Et admettons, si on prend un chef de projet, comment lui peut savoir s'il nous entend par exemple et qu'il se dit tiens bah ouais nous on bosse sur une solution, il y a de la carto potentiellement, comment est-ce qu'il peut savoir concrètement s'il a besoin de mettre du SIG ou si c'est pas nécessaire? Ça dépend du domaine dans lequel il travaille, tout simplement. S'il travaille dans les hélicos, que tu as besoin de faire. Alors, souvent, le truc, c'est les cartes. Ouais. Tu as une carte, tu dois afficher des points sur une carte, tu dois afficher un parcours. Tu te rapproches de ce que fait Uber, ce que fait toute solution Wise, tout ça, ce genre de truc. C'est du SIG. Ouais. Voilà. Alors, du coup, c'est ça. Est-ce qu'il y a une carte? Est-ce qu'il y a besoin de faire évoluer des objets sur une carte, dans une dimension? Est-ce qu'il y a des bâtiments, par exemple? Est-ce que du coup on a besoin de SIG? En vrai, il y a du SIG quasiment partout. Quasiment partout, il y a du SIG. Donc du moment que tu as un contexte géographique, tu as du SIG forcément. Un truc tout bête, t'aimes regarder le foot par exemple, t'as des joueurs ils bougent sur un terrain. En fait, c'est du SIG. Parce que tes joueurs, ils sont affectés à une position GPS, et du coup, en fait, c'est du SIG. Donc, en fait, pour résumer, à 90% des cas, il y a du SIG. Le truc, en fait, le point, le curseur, c'est que est-ce que on a besoin vraiment à ce moment-là d'une expertise? Ils prennent conscience qu'à ce moment-là, ils ont besoin d'une expertise SIG, ou est-ce qu'ils se disent, mais en fait, non, le développeur, ça fait partie du domaine fonctionnel. Il va devoir apprendre ce domaine fonctionnel et apprendre ce domaine SIG. En fait, c'est vraiment là le curseur. Voilà. Et quand on se doit, admettons, on se doit d'apprendre justement ce langage SIG, pour un développeur, il doit s'orienter vers quels outils, quelle corde il doit ajouter à son arc? Déjà, c'est souvent utilisé QGIS. Moi, c'est ce que je conseille, c'est déjà QGIS, parce que ça donne une vision des choses. Voilà, donc ça c'est pour la partie, donc c'est QGIS. Après c'est beaucoup de système de coordonnées, tout bêtement. Moi ce que je dis toujours c'est tu t'apprends Google, c'est tel système de coordonnées. Là, généralement en France c'est tel système de coordonnées, et avec ça déjà tu arrives à faire
t'arrives à faire ce que tu as besoin. Après sur du web, c'est plutôt du Lift.js, c'est plutôt du OpenLayer, ce genre de truc. Mais ils montent en compétence en fait par rapport aux besoins. Et nous, en tant que développeurs SIG, on leur explique, on les accompagne. Voilà. Hmm. Mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de naturel. Il faut le vouloir aussi. Il faut le vouloir. Il faut vouloir comprendre que c'est un domaine à part entière et qu'il faut qu'on arrive à monter en compétence des fois rapidement. C'est pour ça que les formations existent d'ailleurs. Ouais. C'est pas si facile. Et justement, si on parle du marché des SIG et des différents acteurs, comment est-ce que tu le décrirais, toi, aujourd'hui, le marché des SIG? Il est monopolisé. Alors, il est monopolisé parce que... pourquoi il est monopolisé? Parce qu'en fait, le domaine du SIG est un peu élitiste, dans un sens. C'est que tu as les suites d'Esri, par exemple. Je parle pas. Il y a pas mal de logiciels propriétaires qui font du SIG. Tu as GeoConcept, GeoMedia, AutoCAD. AutoCAD Map, c'est le départ de tous les logiciels de SIG. Il y a ça, il y a Esri avec ArcGIS qu'on entend beaucoup. Donc c'est une composante essentielle d'un développeur SIG qui fait du SIG de formation. Et en fait, déjà, eux, ils ont un monopole. Ils ont un énorme monopole. Et puis tu as des sociétés. Tu as des sociétés comme Oslandia, tu as des sociétés comme Cam2Cam, tu as des sociétés comme FreeRelease, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais qui sont des acteurs majeurs qui font tout ce qui touche au SIG. Ils font de la formation, ils font des développements SIG, ils participent à l'open source de QGIS, participent à l'environnement QGIS, et ils profitent d'une sorte de polarisation logiciel propriétaire, logiciel open source, classiquement QGIS Esri, pour pouvoir en fait faire des bascules entre ArcGIS et QGIS. Ouais. L'un coûte très très cher, je sais pas le prix. L'un coûte très très cher et avec un écosystème, et l'autre coûte rien entre guillemets. Et du coup, on fait ce genre de développement logiciel pour pouvoir amener vers des solutions qui soient libres. Ouais. J'ai l'impression que c'est la guerre entre les utilisateurs d'open source et les utilisateurs de solutions propriétaires. Je sais pas d'où ça vient, mais dès que je parle et que je prends parti, c'est même pas prendre parti, c'est dès que je mets en lumière du propriétaire, j'ai le monde de l'open source qui m'attaque. Et en gros, je vulgarise, hein, mais c'est le propriétaire, c'est le grand méchant loup. C'est pas bien. Et l'open source, là, ça, c'est ce qu'il faut faire. D'où ça vient cette bagarre? Ça vient historiquement du débat Linux Windows. C'est essentiellement. Moi, j'ai fait beaucoup de Linux. J'étais au début quand on achetait Linux à la Fnac. Donc ça remonte à très très loin pour ceux qui connaîtront un peu. Le problème de Linux, c'est que c'est vraiment comme c'est du libre. C'est des gens qui quand même ont cette passion du libre. Il faut l'avoir, la passion du libre. Tu vois. C'est-à-dire que tu vas aller parcourir la France pour faire des formations, pour proposer ça. Tu vas vivre pour ça. Tu vas faire du développement pour le libre. Tu vas partir. Franchement, il faut l'avoir cette envie. Et le problème du libre, malheureusement, moi je le dis, c'est que ils n'ont pas su mettre en avant un logiciel. Si tu veux, Windows, tu peux prendre Windows dans tous les sens que tu veux. Je parle pas de l'aspect jeu, ils ont un logiciel phare qui s'appelle Office, d'accord, et qui est utilisé par les 3/4 des utilisateurs de Windows. Et c'est ça qui va faire utiliser Windows. Tu vas pas aller vouloir utiliser OpenOffice, tu vas pas aller sur Linux. C'est ça. Mac, ils sont un peu dans un entre-deux, parce qu'ils utilisent leur base c'est Linux, donc. Mais ils proposent un écosystème. Mais Linux, qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce que propose l'open source? Voilà. Et le problème qu'il y a aussi avec l'open source, malheureusement, c'est que beaucoup de gens, et de développeurs aussi, croient que parce que c'est gratuit, je parle que c'est libre, pas gratuit, c'est libre, c'est sous licence, on peut proposer des interfaces, excuse-moi l'expression, un peu pas très belles. Si tu remarques que tous les logiciels libres, l'interface, elle est pas super.
Hmm. Il n'y a personne qui a fait l'effort de mettre un peu de Hmm. beauté dans tout ça. Comme si Donc, c'était la marque de fabrique, que comme c'est gratuit, on va montrer que c'est sobre. Ah, sobre, pas forcément dans le bon sens. ouais, exactement. Et en fait, voilà, le débat vient plutôt. Moi, pour moi, le débat vient de là, c'est que il y a beaucoup de puristes dans le domaine du logiciel libre. Il y a dans le domaine qui amène à cette opposition. Après, le logiciel propriétaire, c'est pas forcément le diable. Mais faut pas oublier un truc, c'est que le logiciel libre se nourrit de cet aspect propriétaire. Tu sais, c'est comme le bien et le mal, le yin et le yang. Ils marchent ensemble. Voilà. Il y a Ouais. du logiciel libre parce qu'il y a du logiciel Ouais. propriétaire. Et, Voilà. et une entreprise qui a développé sa solution et qui revendique faire de l'open source, mais qui facture sa solution, on est où là? On est dans quel monde? Tu factures sa solution. Ouais, genre une plateforme, un web SIG en ligne et un abonnement à 30 € par mois. Et je vous mets vos données en accès que vous pouvez consulter dans mon SIG web. Et c'est de l'open source dans le sens où le code, vous y avez accès, c'est que de la donnée libre. Donc on met en avant l'open source, mais on est une entreprise qui vit de ses Ah, solutions. il a le droit. Il a le droit. Enfin, Oui, il a le droit de mais du faire coup, on est ça. dans quelle Et catégorie là? On est dans le on est, propriétaire ou l'open source? non, on est entre les deux. Entre les deux. En fait, le modèle open source, comment ça se passe? Le modèle open source, c'est que tu bascules sur une solution open source. Donc tu donnes du coup les accès, les codes sources et tout accès. De toute façon, un plugin QGIS, c'est en Python, du coup tu as accès de toute façon. Donc en Hmm. fait, voilà, la question ne se pose même pas. Mais donc du coup tu as cette phase-là où de toute façon tu dois tout donner. Et en fait, ton modèle économique repose sur de enfin, ce qu'on appelle la Ouais, la TMA, du TMA, service. Ouais. du service, Hmm. et en fait, et du coup tu vends de l'information derrière. Hmm. Et c'est ça qui fait gagner. Mais t'as pas le droit de fermer ton code source et voilà. Donc Hmm. ça, c'est pour les logiciels un peu plus. Quelqu'un qui fait un truc en ligne, c'est pas de l'open source. Hmm. Eh, c'est pas de l'open Ouais. source. L'open source, c'est que Ouais. tu donnes accès à tout le monde ton code pour que tu puisses le faire évoluer, tu puisses le mettre sur notre machine. Quelqu'un qui fait quelque chose en ligne et qui le fait payer, c'est pas de l'open source. C'est ça, Ouais. c'est un logiciel propriétaire. Hmm. Ouais. Voilà. Donc, Et finalement, je me demande si c'est pas. Est-ce que. Alors j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que finalement, ça importe tant que ça à l'utilisateur final de lui dire, à partir du moment où elle va payer un prestataire pour la formation de la TMA, le service, appelons-le comme on veut, mais avoir accès à une plateforme avec une plateforme open source, est-ce que finalement, pour cette structure, c'est si important que ça de se dire, ah, bah, vu que c'est open, à n'importe quel moment, je peux faire ce que je veux? Si en réalité, si je paye quelqu'un, c'est justement pour moi ne pas avoir à me soucier à faire mon développement et avoir un outil accessible, clé en main à utiliser, quoi. le problème, c'est que des boîtes. Alors, moi, je me suis posé la question, mais à un moment donné, je voulais faire une solution. Le problème, c'est que. Enfin, c'est pas vraiment un problème. C'est que des boîtes comme Esri, elles sont là depuis très longtemps. C'est eux qui ont, typiquement, pour information, c'est eux qui ont inventé les shapes. Enfin, les formats de Ouais, base. bien sûr. Esri Shapefile. Donc, ouais, déjà, tu poses ça. Ils sont là depuis longtemps. Elles ont créé un écosystème. Hmm. Et surtout, elles sont solides. C'est-à-dire que Hmm. si un jour il y a un problème, l'entreprise peut aller les voir, ils disparaîtront pas du jour au lendemain. Hmm. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu développes une solution open source, si tu le confies pas forcément à une entreprise qui est un peu importante, Hmm. tu vas faire développer ça par un développeur, un Hmm. freelance par exemple. Pas sûr qu'il sera là demain. Hmm. Et c'est ça qui fait que la différence. Là où tu peux mettre, par contre, là tu peux mettre le curseur, c'est que si le freelance a une expertise technique et qui comprend le domaine métier de la personne, de la société qui te confie ça, que ça peut être une collectivité, mais ça peut être une société, Hmm. par exemple sur de l'électrique. En fait, c'est important d'avoir ça. C'est important, c'est d'avoir le background technique. C'est que Hmm. le SIG, il y en a partout. Hein. Ça fait, c'est multidomaine. Ça, voilà. Si la personne elle a le background derrière, c'est là que ça va faire son poids. Hmm. C'est ça. C'est ce genre de choses. Voilà. Ouais. Et puis voilà, mais c'est Ouais. vrai, pour moi, le vrai argument, c'est le contexte de sécurité pour l'entreprise. Voilà, Ouais. Ouais. voilà c'est Je- cet aspect-là. Ok. Et j'ai aussi quand même l'impression que
les entreprises, alors on parle d'entreprises, mais ça peut être aussi des collectivités, ça peut être des PME, des Oui, petits bureaux d'études, est-ce qu'elles ont vraiment le choix en réalité? Est-ce qu'il n'y a pas un monde où si je suis un très grand groupe international, bah, évidemment que je vais me tourner vers Esri parce que j'ai besoin d'avoir cette sécurité, alors du coup, entre guillemets, mais d'avoir un grand groupe qui est derrière, je sais qu'ils vont me maintenir à jour et que si j'ai un problème de données, ça va être géré. Si je suis un tout petit bureau d'études et que j'ai 6 salariés et qu'on a de l'analyse spatiale à faire, bah, évidemment qu'on va aller vers de l'open source pur avec du QGIS et ça va suffire. Et finalement, j'ai presque l'impression que bah, c'est comme si on avait une étiquette selon la taille de ta structure, selon ce que tu fais, toi, tu dois faire ça. Et pas vraiment non, dire il y a un bien et un pas bien, mais plus selon ce que tu es, ce que tu fais, il y a la bonne étiquette pour non, toi. il y a pas, c'est pas un vecteur en fait, parce que la grosse boîte, elle peut se dire vu qu'elle a les moyens de former des développeurs, enfin d'embaucher des développeurs, elle va aller prendre des développeurs et puis pérenniser un développement logiciel. Voilà, c'est pas ça. J'avais posé la question sur des forums français, des forums, euh, des groupes de discussion australiens. Enfin, j'avais essayé vraiment de poser la question à tout le monde. Il y a pas d'élément déclencheur. C'est vraiment la sécurité enfin, il y a vraiment un contexte de sécurité et c'est pas vraiment une histoire enfin, de tout ça. Euh, Bah, donner un exemple, quand j'ai failli travailler en Suisse, Mhm, au canton de Genève, au service SIG. Et pareil, ils étaient 90%, 90% SRI, mhm, sur des trucs assez bêtes, entre guillemets, mhm, sur des simples queues qui reprenaient des events et qui les redistribuaient. Mais en fait, ils avaient la volonté de vouloir bouger ça pour atteindre du 50%. Mais moi, je pense pas qu'il y ait. Je pense qu'il y a plus une envie technique. On voit ce qui se passe en ce moment. Il y a des boîtes qui font beaucoup d'évangélisation autour de ça, ouais, qui sont là surtout à tous les events mhm, de la communauté mhm, du SIG libre. Donc il y a beaucoup cette phase d'évangélisation qui fait que mhm, les boîtes veulent migrer, mhm, mais il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur qui mhm. fait qu'ils voudront prendre une autre solution. Mais comment on fait si on est dirigeant et qu'on doit choisir et qu'on ne veut pas se faire avoir par cette évangélisation ou par un discours commercial? C'est quoi les solutions aujourd'hui d'avoir un consultant? Alors la solution, c'est d'avoir un consultant qui fait du SIG, ou tu le formes à faire du SIG. Tu le formes via des formes. Tu prends un développeur typiquement et tu le formes via des formations. Voilà. Et là, ça devient un développeur SIG. Après, faut pouvoir le garder. Donc, faut pouvoir avoir ce besoin tout le temps, ce qui n'est pas forcément évident. Du coup, tu peux le fidéliser. Mais, euh, mais en fait, c'est ça. Il faut avoir vraiment cette volonté de pouvoir ne pas. En fait, le prix que ça coûte, je pense que tu peux prendre un développeur à l'année. Hmm. Le prix que ça coûte, Ouais, tu peux le prendre. bah, justement, pur hasard, mais hier j'étais sur les tarifications d'ArcGIS Pro. Et c'est vrai que c'est plusieurs milliers d'euros une licence pro à l'année. Il y a intérêt à rentabiliser derrière, quoi. Donc c'est pas pour tout le monde. C'est clairement pas pour tout le monde et je peux comprendre qu'il y ait autant d'acteurs qui ne euh, comparent même pas en fait, qui vont droit vers l'open source parce qu'en fait c'est Oui. juste qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement. Ben, c'est surtout que, du coup, en prenant des solutions ArcGIS Pro, en termes de RH, tu prends que des gens qui ont fait des formations géomatiques. Et parce que c'est des gens qui ont Ouais. potentiellement étudié, alors je sais pas, j'ai pas fait de formation géomatique de base, mais c'est des gens qui ont potentiellement étudié sur ArcGIS. Mm. Et en fait, alors, tu peux pas, toi, en tant que personne lambda, aller acheter Ouais. une licence ArcGIS, Mm. ou Mm. ArcGIS Cloud ou ArcGIS Web. Tu peux Ouais. pas faire ça. Mm. Donc en fait, ça te crée une barrière. Et forcément, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Qui veulent faire du SIG ou qu'ils ont un besoin de société pour faire du Mm. SIG, ils vont aller sur du QGIS. Donc en Ouais. fait, enfin, un moment donné, c'est ça. Après, voilà. Moi, pendant mes études en géomatique, alors j'ai eu plusieurs universités. La première en France, l'université d'Orléans, où on était Ouais. focalisé sur QGIS et MapInfo à l'époque.
D'accord? Et ensuite, j'ai terminé mes études du côté des États-Unis. Et là-bas, ça distribuait les licences ArcGIS comme on Ah distribue, oui, comme on distribue des cacahuètes à l'apéro. C'était ouais, vraiment. c'est ça. J'avais plusieurs cours, des cours axés très géomatiques, des cours plus carto. Et dans chaque nouveau cours, pardon, j'arrivais et on me donnait la licence. Et quand j'expliquais, bah non, mais je l'ai déjà eu dans l'autre cours, on me disait non, non, t'inquiète, prends. Et donc il y a vraiment ce côté où, en effet, on forme dès le début à l'outil. Par contre, ma réalité, c'est que ma toute première expérience professionnelle, je suis arrivé en mode j'aimerais bien travailler sur QGIS, sur ASRI, du coup, sur ArcGIS. Ouais, Et on m'a regardé, on m'a dit non, tu vas apprendre QGIS, c'est très bien. Donc oui. il y a cette réalité, clairement. Ah ouais, mais ouais, ouais. Et encore, t'es arrivé à la période avec QGIS. Parce qu'à la période Ouais, où il n'y avait pas QGIS, c'était fou. C'était un ouais. truc de malade. Faut bien se rendre compte d'un truc, c'est qu'à l'époque, quand les gens ils utilisaient AutoCAD Map, par exemple, Mhm. au début, enfin pour faire du AutoCAD Map. Si tu voulais, le Graal, c'était quoi le Graal? C'était exporter ton plan, enfin tes polylignes, tes trucs, ton réseau, Avec une projection. avec, non, 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 ah non, AutoCAD Map, bah, faut bien te dire un truc, c'est que l'époque où il y avait AutoCAD Map, c'est l'époque où tu achetais le cadastre. Enfin, tu Ouais, payais 400 euros. 400 euros. Maintenant, c'est grave. ouais, Enfin, maintenant, tu trouves. Tu ouais, payes 400 euros des cadastres. Moi, j'ai dû acheter le cadastre de Cannes pour le boulot. T'es 400 euros, t'achètes un cadastre sur le site de cadastre.go et ouais, voilà, tu vois. Et le Graal, c'était quoi? Le Graal, c'est que tu pouvais tu dessines ton réseau sur AutoCAD. Alors, au niveau projection, il n'y avait pas de souci, c'était performant. C'était un des meilleurs d'ailleurs. Mais pour exporter sur Google Earth, c'était ça. Parce que faut hmm, bien prendre compte que beaucoup de boîtes de travaux en fait, utilise Google Earth comme un endroit pour aller sur le terrain et se repérer tout ça. Et hmm, pour faire ça, il fallait payer 50-60 euros une extension d'une boîte tierce hmm. pour pouvoir faire ça. Et Ouais, quand il est arrivé QGIS, waouh, ben en fait, tu pouvais importer des shapes, des machins, même des DXF, et tu pouvais automatiquement l'envoyer en KML et aller sur Google ouais. faire tes trucs. Tu pouvais Hmm. même, t'as un truc de fou, tu pouvais même, moi qui fais du relevé de chambre, tu pouvais même avec une extension mettre ton petit bonhomme à l'endroit où il y a ton réseau et ça t'allait directement sur Google, exactement sur Google, tu sais, Google Street et tu avais Ouais, la vue. ouais, Voilà. Non, voilà. Donc c'est vraiment, QGIS a vraiment apporté cette phase ouais, où ouais. ça a libéré. Voilà. Ouais. Et je me rappelle mais quand je faisais du QGIS au tout début, donc on parle des années 2011, 2012, il y avait quand même cette étiquette de QGIS, c'est pas stable, QGIS ça plante. Et nous, on faisait beaucoup de map info, et dès qu'on avait beaucoup de traitements, bah, c'était map info parce que QGIS ça plante. Ça a vite évolué, et aujourd'hui, on est sur une solution qui est très stable, mais je me rappelle aussi de cette réputation qu'avait un peu QGIS à l'époque. Bah, tu sais, par exemple, jusqu'à tout récemment, du coup l'année dernière, euh, j'ai des boîtes qui me disaient mais QGIS, est-ce que ça va disparaître? Ouais, ouais, Tu vois, ouais. c'est ce Eh truc-là. oui, c'est vrai. Et il y a aussi le sujet de, mais oui, mais si j'ai un problème, un bug, je suis bloqué ou ça marche pas, j'appelle qui? Il y a ce sujet-là Ouais, aussi. et c'est là que les développeurs interviennent, et plus proprement dit, certaines grosses boîtes, enfin, Ouais, qui font de qui se sont l'infogérance. positionnés. Et oui, C'est une très belle stratégie d'entreprise de se dire, on parle d'une solution gratuite, on dit c'est la meilleure chose, la meilleure solution, allez-y, c'est gratuit. Par contre, pour savoir l'utiliser, il faut qu'on vous explique, qu'on vous forme. Et puis, si vous avez des problèmes, bah, vous inquiétez pas, on va les débloquer pour vous. Et puis, si vous voulez du sur-mesure, ah bah oui, on va le faire pour vous. Et on connaît bien la méthodologie qui marche, hein. et c'est ça. Et ça marche. Et du coup, tout ce qui tourne autour de QGIS gravite essentiellement sur ce modèle économique, Mm. vraiment sur Ouais. l'assistance. Voilà. Et ce qui permet aussi, hein, d'améliorer les solutions. L'open source, ce sont des personnes qui développent, et ça passe souvent par des projets d'entreprises qui font des demandes de développement, des entreprises qui se positionnent, qui développent et qui après rendent accessibles les outils à la communauté. Donc c'est aussi grâce à ça que les solutions évoluent Oui. et s'alignent sur ce qui se fait de mieux en SIG. Donc Ah, il faut on surtout peut les aussi... saluer Mm. parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui prennent ce qu'il y a sur le logiciel libre et qui s'espèrent le vendre et qui redonnent pas en fait après. Ouais. Donc ces sociétés qui participent à ce genre de choses, oui, il faut les remercier. Oui,
Ouais, ouais. Voilà. Ça fait une grosse demi-heure qu'on parle ensemble de SIG, de dev, et on n'a pas utilisé une seule fois, on n'a pas une fois parlé d'intelligence artificielle. Du coup, moi j'ai une Ouais. question pour toi. En 2026, un développeur SIG, est-ce qu'il fait de l'IA? Est-ce qu'il utilise de l'IA? Est-ce que c'est un sujet? Alors, il utilise de l'IA, mais pas forcément sur QGIS. Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la prédiction, que je considère pas forcément comme de l'IA. Par exemple, j'ai bossé un peu sur des modèles de prédiction de fraude. Donc, c'est de la prédiction avec des données que tu as. Donc, c'est pas vraiment de l'IA. Donc, c'est des Pour moi. algorithmes de machine learning qui ont appris avec des données et qui sont capables de prédire avec un taux de véracité si ça va arriver ou quand, comment. Bah, c'est surtout, non, c'est plutôt pour voir si avec si les comportements qui sont normaux, les déviances. Voilà, c'est assez simple, mais plus. Alors, l'IA, c'est simple, c'est pas forcément très compliqué. C'est basé sur beaucoup les données. Donc 70% du boulot, c'est les données. Et de lui dire, ben en fait, ce cas-là, c'est normal. Ce cas-là, c'est normal. Ce cas-là, c'est pas normal. Et en fait, comme ça, il fait sa sauce, il arrive à déterminer ce qui va pas. Ça, c'est des modèles de prédiction. Il y a beaucoup de boîtes, pas forcément, je ne connais pas forcément en France, mais beaucoup en étranger, qui font ce qu'ils appellent de deep learning, du machine learning. En gros, ils prennent des images. Vraiment, il y a une boîte qui s'appelle Mitigate, où j'avais postulé. En fait, son truc, c'est, ils ont pris, je grossis, mais ils ont pris 1 million d'images satellites. Et du coup, ils ont tagué. Et le but, c'est de déterminer là où il y a des catastrophes naturelles. Et en fait, du coup, avec ça, ils arrivent à déterminer s'il y a des catastrophes naturelles. Ils vendent ça aux assurances. Ça, c'est de l'IA, par exemple. Après, l'IA, proprement dit, au sens... maintenant, pas trop. Je pense qu'avec les agentiques, les agents, tu vas pouvoir leur dire, en gros, donne-moi à 200 mètres la canalisation qui a tel ID, par exemple. Enfin, qui a telle adresse, par exemple. Et du coup, tu vas pouvoir le faire. Là, l'IA va apporter quelque chose au LLM. Typiquement, pour pas faire pour avariser le truc, c'est ce que fait ChatGPT, grosso modo. Voilà. Donc là, ça va avoir sa place. Donc il y a l'intelligence artificielle, l'IA, qui se base donc sur des modèles donc, de machine learning, deep learning, donc de la data derrière, de l'algorithmie, qui permet donc de prédire. Ça existe depuis très longtemps. Déjà, on peut remonter à 1942 avec Alan Turing, si on parle vraiment des balbutiements. Et puis après, ça a évolué. En médecine, on avait déjà des modèles très fiables dans les années 90. Quand on parle de jeux vidéo, moi, dans les années 90, je jouais à FIFA. À FIFA, je jouais contre une IA. C'est un modèle d'IA qui est entraîné pour, quand le ballon est à tel endroit, quand les joueurs se font des passes, à réagir. Ça, c'est l'intelligence artificielle. On a le terme de géo-IA qui en fait, et c'est ce que tu expliquais, c'est ces sujets-là, mais associés à la donnée spatiale. Donc l'imagerie, en télédétection, on a beaucoup ça. J'intervenais récemment pour une boîte qui fait de la géo-IA, justement, où elle va analyser des imperfections sur la route et à partir d'un modèle, créer des systèmes d'alerte. Donc ça, c'est assez clair. Et il y a donc l'IA générative, qui va, elle, créer, qui va être basée sur des modèles, des LLM, Large Language Model, comme GPT, le modèle de ChatGPT. Il en existe des dizaines, Gemini, Mistral français, Claude d'Anthropique, voilà. Et là, en fait, depuis à peu près 2 ans, un peu plus, 2 ans et demi, ça se démocratise en entreprise, l'IA générative, et on retrouve beaucoup de professionnels qui intègrent ça dans leur quotidien. Et pour un développeur, moi, ce que je m'imagine, c'est que peut-être qu'on peut s'aider de ChatGPT pour coder plus rapidement, en lui disant, bah voilà, fais-moi cette ligne de code et après faire du copier-coller. Est-ce que c'est un fantasme ou c'est une réalité? À moitié. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le faire. Oui. Après, par exemple, pour QGIS, Qt, donc le framework qui permet de faire des interfaces graphiques, mais pas que, c'était dégueulasse. Enfin, c'était pas bien. Enfin, il n'y a rien de mieux que lire la doc, mais il y avait plein d'erreurs. C'est pas parfait, attention, c'est pas parfait. Et alors,
je dis pas que tu peux pas le faire, tu peux le faire. Moi, j'ai vraiment une position posée dessus. Parce qu'on nous a tout le temps sorti le truc depuis. On nous disait il y a en 2000, dans les 2000, il va y avoir des voitures qui volent. Enfin, voilà. Tu as vu, tu sais bien, pour la voiture, ils ont tous dit elle va être autonome à 100%, et tout le monde dit qu'en fait, les grands experts disent qu'on ne peut pas dépasser un certain niveau tant qu'on fait des mathématiques. Tant que c'est mathématique, on ne peut pas dépasser un certain niveau. Pour le code, oui, tu pourras le faire. Il y en a qui le font déjà, sur des MVP, sur des POC. Voilà. Moi mon truc, c'est que c'est du déjà vu. On dit souvent, l'IA va remplacer le développeur, ou l'IA va remplacer la personne technique. Je parle bien de personne technique. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce que c'est du déjà vu. Quand je travaillais pour Ineo, quand j'avais mon entreprise, ce qui s'est passé, c'est que on utilisait des logiciels, ou on développait des logiciels. Il y a des gens qui sont des non formés, qui connaissaient rien au métier, qui sont arrivés. On parle de pur SIG. Qui sont arrivés, qu'ils ont cru qu'en fait, ils pouvaient, avec le logiciel, faire ce que faisaient les gens techniques. Alors, il y a des entreprises, attention, ils sont allés vite. Il y a des entreprises qui les ont encensés, tout ça. 2 ans après, c'était une catastrophe. Ils sont en train encore de refaire, de retoucher. C'est pas, en fait, ça marche pas. Ça marche pas, ce genre de truc. C'est l'expert qui fait le logiciel, c'est pas le logiciel qui fait l'expert. Et ça marche partout, ça marche dans le sport. Tout. Et en fait, c'est ça. Moi, je crois pas du tout que l'IA va remplacer le dev. Et en fait, elle va le rendre meilleur. C'est-à-dire que si tu es très bon dans ton domaine, elle va accélérer le truc. Et puis voilà. Si par contre, si tu es nul, si tu commences plutôt, pour être plus précis, mais que tu n'as pas une stratégie d'évolution, en fait, tu vas rien apprendre. Faut bien comprendre un truc. Même un dev, au début, quand il devait apprendre quelque chose, une nouvelle notion, quand il devait apprendre quelque chose, même Qt, même QGIS, quand tu te sers de QGIS, mais en back, parce que tu as une API QGIS pour faire de la transformation. C'est pas que l'interface, en fait. Donc, elle est disponible en Python et en C++. Quand tu devais apprendre le truc, tu te mettais dans une galère, mais de folie. Il le fait. Non, mais c'était un truc de fou. Des fois, tu te dis, c'est divin quand tu es arrivé. Mais, parce qu'en fait, le fait que tu galères à trouver l'information fait que tu acquiers l'information. Maintenant, si tu prends l'ère de l'IA qu'on a maintenant, en fait, tu trouves tout d'un coup. Je suis pas sûr que si tu n'as pas une stratégie d'apprentissage, tu deviennes vraiment un expert. Tu deviens un expert du vibe coding, comme beaucoup font sur Internet. On va pas en rediscuter, mais voilà. Il y a à boire et à manger. Et puis voilà. Donc, peut-être que tu peux expliquer ce que c'est que le vibe coding pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. Le vibe coding, c'est ceux qui codent qu'avec l'IA. Donc, pour moi, c'est ceux qui mettent tout dans l'IA et puis leur sortent des trucs de A à Z. Et puis ils collent ça et puis ouf, c'est un truc de fou. Voilà, c'est ça le vibe coding. Ça se développe, il y a des métiers, il y a des gens qui cherchent maintenant des vibe coders. Ouais, c'est... on prévoit en 2027, 2026, 2027 qu'il y avoir du boulot parce que on va rattraper les conneries de l'IA. Donc voilà. Et c'est ça. Et pour moi, en fait, donc du coup, pour synthétiser, pour moi, ça remplacera jamais une expertise. Et s'il n'y a pas vraiment une expert derrière, en fait, c'est un outil. L'IA, c'est un outil. Je regardais une émission qui date de 6 mois avec Luc Julia, celui qui a fait Siri, et avec alors le nom de la personne je ne connais pas, mais c'est quelqu'un, c'est Posia. Je sais pas si tu vois qui c'est. Posia, en fait, c'est une personne qui met en garde contre les dérives de l'IA. Okay. Donc il dit, en gros, Posia, il faut faire une pause maintenant, parce que ça va trop loin. Et en fait, les deux se comparaient. Et en fait, il disait, mais l'IA, en fait, c'est un outil. Et par définition, un outil est meilleur que moi. Et en fait, c'est l'utilisation que tu en fais qui va faire que ça va être bon ou pas bon. Et là, c'est ça, c'est vraiment ça, en fait. Et l'IA reste un outil. Et si tu es bon...
Voilà, si t'es pas Mm. bon, ben Finalement, l'IA, elle aide l'expert, elle aide pas le débutant, enfin en tout cas comme il faut. C'est-à-dire que si demain je dois faire développer une app, si je prends un développeur, quelqu'un comme toi, tu sais de quoi tu parles, tu connais ton métier. Si à un moment donné, tu dis tiens, là il va falloir que je refasse tout ce code-là, bah, c'est quoi, je vais expliquer un peu à ChatGPT ou Claude d'ailleurs, qui est une IA bien plus performante pour le code, ce qu'il doit faire. En lui expliquant bien les choses, il va me faire un truc, je vais vérifier et je vais l'implémenter, uniquement cette partie-là, versus un grand débutant qui a une vision un peu et qui va demander à ChatGPT fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi ceci, fais-moi cela, ça marchera pas. Ou alors si ça marche, ça sera beaucoup plus long que si on l'avait fait sans IA potentiellement. Donc ouais, une IA qui aide dans le bon sens les experts, mais bah, qui va peut-être au contraire porter défaut à tous ceux qui débutent et qui pensent que grâce à l'IA, ils vont pouvoir rattraper entre guillemets l'écart entre l'expertise et la connaissance. ah oui. Alors, s'il y a un film qui peut montrer cette histoire-là, c'est le film Sully avec Tom Hanks. Ouais. Où à la fin, il y a une scène à la fin, je sais pas si tu vois de quel film je parle, mais il y a C'est une avec scène à la l'avion, fin. non? Ouais, c'est ça. Ouais. Aux États, à New York, je sais plus quel lac. Du Hudson Au River, il me début. semble. Ouais. Et en fait, il y a une scène Manhattan. à la Ouais. fin où en fait, il essaie de le coincer avec les machines, là, les analyses, tout ça. Mm. Voilà. Et à la fin, il dit, mais attendez, vous n'avez pas pris en compte l'humain, qu'il y avait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, Mm. telle chose, tel regard qu'il y avait, tu vois, que la machine ne voit pas. Et en fait, c'est ça. Et ça vaut pour ça, ça vaut pour les docteurs, ça vaut pour tout. Euh, je, je te pose une question sur l'IA. Est-ce que tu aurais envie, par exemple, pour l'IA, que ce soit une chatbot qui te réponde quand tu appelles le SAMU? Pour rien au monde. Eh ben, c'est ce qui est en train d'arriver. Ouais, Voilà. Et je voilà, sais. tu vois, voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de technologies. Il y a Eleven Labs qui développe des voix IA qui peuvent répondre en live. C'est bluffant. C'est bluffant. On a l'impression de parler à quelqu'un en vrai. Sauf Ah ouais? que cette expérience qu'on a en tant qu'utilisateur, en tant que client, c'est la pire chose au monde. Quand on appelle SFR et qu'on parle à un robot qui nous dit répétez, répétez, et que ce qu'on veut, c'est juste avoir un humain parce qu'on sait pertinemment que la solution, c'est un humain qui manuellement va pouvoir prendre la décision de déclencher un remboursement, c'est ultra frustrant. Et malheureusement, on fait la promotion de ces outils et le risque, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui disent bon, on va mettre en place un chatbot et on va perdre en qualité. Ouais, mais c'est une bulle. Comme ils disent tous, c'est une bulle. Ça va. Enfin, c'est j'ai une émission ici que je t'avais donné, le festin Ouais, avec. ouais, du coup, j'ai regardé. Ouais. Et, ouais. Et en fait, il y a Laurent Alexandre qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bon, on l'a vu beaucoup s'illustrer avec le Covid, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il dit en fait, c'est très simple. Moi, je pense que sur ce métier, l'IA va tout défoncer. Je suis d'accord avec lui. Il dit attention. Il encourage les gens à pas faire d'études entre guillemets pour monter des startups si vous intégrez pas certaines écoles. Et il dit surtout, il faut regarder, il faut lire pour avoir de la littérature, avoir de l'histoire. Mhm. Et l'histoire nous a montré que à chaque fois c'était la même chose. Donc c'est bon, Ah, voilà. il est bon, hein, parce que du coup, il m'a fait commander son bouquin pour Noël, donc Ah d'accord. Ah, c'est je son suis trop curieux. bouquin. Bah ouais, il me semble que c'est lui, hein, quelque chose du style arrêter d'étudier ou ça sert à rien d'étudier, Oui, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est c'est lui. ça, oui. Ouais, Voilà. du coup, ça m'a trop intrigué. Ouais, Donc, ouais. Et voilà. Ouais. Mais en fait, voilà, il faut faire attention. En fait, beaucoup d'entreprises prennent de l'IA parce qu'ils ont vu ChatGPT, ils se disent, ah ben, on va pouvoir faire pareil, et rapidement. Voilà. Mais ils n'imaginent pas que dans ChatGPT, il y a des milliards, mais c'est un truc de malade, hmm, que le modèle n'est pas rentable, hmm. que voilà. Donc, heureusement, il y a les systèmes de RAG maintenant, enfin, Ouais. pour la documentation, qui fait que tu vas pouvoir accéder à des informations d'entreprise sans forcément rentraîner Mhm. une IA. Donc, et voilà. Mais faut être posé sur son raisonnement. Il faut avoir une vision long terme, pas s'inscrire dans une vision court terme, pour que tu penses bien baser un process sur ça, un développement sur ça, pour pas qu'au bout de 2 ans, en fait, ça soit une Ouais. catastrophe. Parce que autant nous, en tant que petits développeurs, entre guillemets, petite boîte qui fait pas beaucoup en termes de chiffre d'affaires par an, euh, ta temporalité, c'est pas au mois près, mais 6 mois, tu vois, un an. Mais sur des boîtes qui font des millions et des milliards, 2 ans, c'est rien pour eux.
pour nous c'est différent, mais pour eux c'est rien. Donc autant investir, tu vois, et avoir une posée. Et c'est vrai que les gens qui amènent une discussion posée en entreprise sur de l'IA, sur du SIG, sur ce qu'il faut faire, en fait, c'est top. Voilà. Hmm. Ouais. Voilà. On parle de 2 ans. Si on va un peu plus loin et qu'on s'imagine, admettons dans 5 ans, 5 ans, on sera en 2030, 2031. Selon toi, qu'est-ce qui aura changé dans ton métier? Alors, je pense, alors, c'est, enfin, je suis pas quasiment sûr. Il y a quelque chose qui revient sur le devant de la scène, c'est la réalité augmentée. La réalité augmentée. Et je pense qu'en fait, avec l'IA et le SIG, ce qui va se passer, c'est qu'on va réconcilier, on va remettre de la valeur au niveau des gars qui font le terrain. Faut bien, enfin, pour donner un peu une image actuellement, comment ça se passe? Tu as un bureau d'études et tu as les gars qui font le relevé ou qui font les travaux. Et c'est la guerre. Voilà, c'est la guerre, ça a toujours été la guerre. C'est sempiternel le débat. C'est d'un côté, tu as les mecs des travaux, des BE qui disent bureaux, qui disent ah mais ces gars ils sont bêtes sur le terrain, ça fait que tirer du câble. Et dès que le câble, et sur le terrain ils disent ah mais ces mecs c'est bête, ils comprennent rien, ils sont sur une chaise toute la journée. C'est comme le débat qu'il y a entre les front-end en développement, enfin la page web, le beau, le graphisme, et ceux qui font le derrière. C'est toujours le même problème, il y a cette opposition. C'est toujours ça. Et je pense qu'en fait, avec l'IA, déjà sur cette phase-là, avec la réalité augmentée qui va revenir sur le devant de la scène, grâce à l'IA, on va pouvoir redonner du pouvoir, enfin, c'est un peu le dire, aux gars du terrain. Donc, c'est qui vont pouvoir avoir toutes les informations à disposition, qui vont pouvoir analyser les choses en direct sans forcément avoir recours au bureau d'études. Imagine que tu dois poser une antenne GSM, tu dois trouver le site pour poser cette antenne, tu as ton application sur ton téléphone. Je vais pas rentrer dans les lunettes parce que je pense pas que ce soit un bon truc, mais et du coup, tu as un truc en réalité augmentée avec qui te dit en gros, là il faut poser l'antenne. Et ça c'est du SIG. Il y a la notion de modèle spatial en IA qui commence à apparaître. Et donc, en fait, je pense que ça va permettre aussi de pouvoir redonner du pouvoir au SIG, aux géomaticiens, parce qu'on va avoir tout ce qui est données GPS, tout ce genre de trucs. Et du coup, on va pouvoir faire du SIG là-dessus. Dessiner des modèles SIG, des modèles en 3D. Bon, on a bien vu, de toute façon, que là en ce moment même, c'est la folie sur dessiner des bâtiments en 3D. Bon, voilà. Moi, je pense honnêtement que ça va être un domaine, on peut faire ce qu'on veut, ça va être un domaine qui va être plié par Google. Ils ont tellement d'avance. Non, non, je vois des modèles pseudo, on invente des carrés, on fait le truc comme ça. Ouais. On a juste Google, des géométries sur lesquelles on a mis de la hauteur. Google est en train de faire des photos réalistiques. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, tu as des trucs très beaux, très précis. Ils ont tout, ils ont la voiture. Voilà, et tu vois. Après, ça dépend de la finalité, mais c'est vrai que même Google Earth, en vrai, Google Earth, il y a certaines villes qui sont modélisées, c'est incroyable. Mais si ce que l'on veut, c'est calculer, par exemple, je sais pas, de l'ombrage ou du volume, et qu'on a besoin de données chiffrées derrière, on préfère avoir des blocs 3D qui ont cette information volume que du joli qui, au final, sert plus pour illustrer. Donc, ça dépendra aussi peut-être des besoins. Et des métiers. Ouais, mais est-ce que le besoin nécessite d'avoir, tu vois, c'est un gap entre les deux. Est-ce que le mec qui a besoin de faire ça, la personne qui a besoin de faire ça, va payer toute une forme, un dev pour faire ou un SIG, enfin quelqu'un qui fait du SIG, un tech SIG, pour faire ce genre de choses, il va aller sur Google et il va, tu vois, c'est ça la différence. Et mais voilà, moi je pense vraiment qu'on arrive vers donc redonner du pouvoir aux mecs aux personnes du terrain. Donc c'est vraiment le terrain qui va faire les choses, c'est pas que le bureau. Donc en temps réel, tu vas pouvoir faire des choses. Et tout ce qui est modèle spatial qui va arriver, comprendre ton environnement, ça va être ça le SIG, ça va redonner du pouvoir. Tu vas redonner aux gens en général. Tu peux envisager plein d'usages. Faut pas oublier que ils ont parlé de mettre maintenant de l'IA embarqué. Donc dans des pendentifs, dans des choses, dans ces là. Tu peux très bien envisager maintenant, c'est un truc où je suis en train de bosser dessus en SAT Project, avoir une sorte de patch ou de montre
qui a pas un lidar, mais un M-Wave, enfin un radar, un sonar, qui va permettre de cartographier ton Ouais. environnement. Et du coup, toi, en tant que technicien, enfin ingénieur SIG, géomaticien, tu vas arriver, tu vas Hmm. pouvoir dessiner tous ces Hmm. points et savoir qu'est-ce que tu vas faire. Hmm. Qu'est-ce que tu vas faire. Imagine Ouais. l'usage pour les aveugles. Hmm. Enfin, pff, Ouais. ils voient, tu vois, ils voient. Du coup, Hmm. ils voient Hmm. sans une canne. Voilà. Hmm. Donc, je pense qu'avec tout ça, avec l'IA, avec toutes ces notions d'IA embarquées beaucoup plus performantes, on va pouvoir avoir des nouveaux usages qui vont faire que les géomaticiens vont enfin pouvoir sortir de Hmm. sous terre Ouais. et avoir quand même aussi, on n'en a pas parlé, mais peut-être des salaires plus importants. C'est vrai qu'on n'a Voilà. pas parlé du salaire Ah du non, c'est un géomaticien, scandale du ça. web développeur. Ah, c'est un scandale. Tu as quoi à dire sur le salaire des géomaticiens? Comment ça? Ah, Ils sont pas assez payés? Comment ça? non, c'est vraiment un scandale. C'est vraiment un scandale parce que des géomaticiens qui sur Paris sont payés 29 000 euros annuels, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Donc, non, c'est un scandale parce que quelqu'un qui fait du dessin sur AutoCAD ou sur Revit ou il est mieux payé que ça. Donc, Hmm. je trouve que c'est super mal payé Il y et a un problème que de compréhension, de savoir, mais concrètement, que fait le géomaticien, qu'est-ce qu'il apporte. Et du coup, dans le doute, bon, bah, on lui met un salaire de technicien. bah, je pense que c'est mal compris. En fait, je pense qu'ils considèrent qu'il utilise un logiciel. Et c'est là aussi que les suites, malheureusement, propriétaires sont pas super bien, parce que ça embarque les gens dans un Hmm. truc où on dit on simplifie à fond les choses. Du coup, bah, le mec, il a juste à dessiner un truc. Mais en fait, non, il a une tech, enfin, le tech, le tech SIG, après, ça dépend de la personne, tu vois, ça dépend le poste. Je parle pas des ingénieurs, mais le technicien SIG, qu'est-ce qu'il fait exactement? Hmm. Imagine le mec, quand même, s'il fait du relevé terrain. Hmm. Tu vois, Ouais. s'il fait du relevé terrain, faut arrêter. Donc, Hmm. il sait, il sait dessiner comme un dessinateur, mais il a une approche technique. Il sait faire des buffers, il sait faire des algos, il a cette Hmm. approche-là, tu vois. Hmm. Donc, je trouve que non, les Hmm. salaires doivent être valorisés. Et si c'est en plus des développeurs, Hmm. il doit Ouais. être beaucoup plus haut. C'est pas Après, possible. il y a géomaticien et géomaticien, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, ma toute première mission, quand je suis sorti d'études, c'était de numériser les forêts sèches pour le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Calédonie. En gros, je faisais du dessin, quoi. Euh, je vulgarise, mais en gros, c'était ça. C'est normal donc j'avais l'étiquette géomaticien parce que j'étais sous QGIS et que mine de rien après bon il y avait quand même des calculs de Ouais. superficie, quelques petits tampons, bon bah c'était de la géomatique de base mais c'était ça. Si on compare ça à un géomaticien qui par exemple va administrer gérer des bases de données, quelqu'un qui va développer du plugin, quelqu'un qui va débloquer une solution de A à Z, c'est normal en fait qu'on ait un spectre large entre le technicien dessinateur et le développeur full stack SIG, c'est normal qu'il y ait ce spectre. Par contre, peut-être ce qui n'est pas normal, c'est l'ignorance qu'il existe au moment de proposer un salaire aligné à des compétences liées à la géomatique. Et c'est là qu'on voit on voit des bêtises. Le nombre d'annonces où, même dans l'annonce, ils savent même pas ce qu'ils veulent. Ah, c'est plus une bêtise, parce que Euh, c'est quelque chose qui est tout le temps. Une bêtise, c'est quand tu fais pas exprès, à la limite. Là, c'est systématique. Et, et puis voilà. Alors oui, il y a un spectre immense, mais non, en fait. Le ouais. dessinateur, il n'est pas payé ça. Ben, toi, tu numérisais, mais il y a des gars qui sont payés. Moi, je pense que ça va disparaître avec l'IA. Mais il y a des gens qui sont payés pour prendre des rouleaux de plan A2 et retracer à la main sur AutoCAD ou sur QGIS. Donc, mais c'est super cacahuète, ça. Et c'est du boulot. Et si tu fais faire ça à quelqu'un qui fait du VRD sur AutoCAD, et il puisse payer que 30 000 balles. Mm. Tu vois, c'est, à un moment donné, mais il y a encore, si c'est 30 000 euros qui est allez, dans la Provence, à la limite ici, à Marseille, mais que tu 30 000 euros sur Lyon ou sur Paris, tu vois, Bah, c'est pas 30 adapté. 000 euros la Provence, Marseille peut-être, à Aix, c'est compliqué, hein. Oui, mais oui, c'est sûr, c'est Mais oui, sûr. oui, il y a le contexte géographique évidemment. Et d'ailleurs, ça me fait penser à. Alors pourquoi est-ce qu'on aborde ce sujet aussi? C'est parce que, pour resituer un peu avec Denis,
cette idée de podcast est partie d'une discussion justement qu'on a eue sur LinkedIn où je publiais, j'avais fait un sondage pour demander un peu aux géomaticiens ce qu'ils pensaient un peu de leur salaire en gros. Et c'était, c'était pas une grande surprise, mais évidemment la très grande majorité considérait que le salaire était trop bas. Et ce qu'il faut savoir, ce que j'ai pas dit, c'est que moi j'ai reçu des messages pluriels en privé de géomaticiens qui me disent bah voilà, je veux pas le dire publiquement, mais moi je gagne tant. Et c'est un scandale. Ou alors, bah, moi, je gagnais tant dans telle structure et je suis parti à l'étranger. Et à l'étranger, je gagne 30% plus. Et c'était vachement intéressant d'entendre que, bah, en fait, ceux qui se sont exprimés publiquement, c'était ceux qui, peut-être, avaient de meilleures attentes par rapport à leur salaire. Et qu'en privé, moi, je recevais des messages genre, bah non, en fait, moi, ça va, mais par contre, pas dans le contexte francophone, pas en France en tout cas. Et il y a aussi ce sujet-là aussi à ne pas ignorer, c'est que c'est peut-être aussi français de un peu dévaloriser les salaires pour le géomaticien en tout cas, et d'ailleurs pas que, hein, mais bon ça c'est un grand débat. Moi à Norvège c'était double quasiment. Ouais, bah oui, c'est... Aux États-Unis, je pense pas, mais parce que voilà. Aux États-Unis, si, aux États-Unis. Après, il y a le coût de la vie aussi là-bas qui est pas le même, c'est différent, mais non, les salaires là-bas c'est double aussi. Hein. Pour très bien connaître les Pays-Bas, c'est pas double, mais presque. Donc non, c'est. Ouais, mais là-bas, tu dois parler le langage du Pays-Bas, tu dois parler tout le monde parle anglais aux Pays-Bas. Ah. Mais bon, tu prends la Suisse, il faut 3 langues, tu prends la Belgique, il faut 2 langues. Ouais, bon, voilà. Mais oui, c'est voilà. Mais voilà. Enfin, voilà. Et alors, pour terminer sur revenir rapidement sur cette vision à 5 ans à moyen terme et notamment la réalité augmentée, et je partage d'ailleurs tout à fait ta vision, c'est quelque chose auquel je crois à 100%. Un géomaticien, cartographe, développeur web, développeur SIG, quelqu'un qui est dans cette vibe un peu, qui est soit en train de terminer ses études ou qui est à la recherche peut-être d'un premier emploi et qui veut monter en compétences pour justement être chaud, entre guillemets, le plus vite possible et peut-être dans cette période-là à 5 ans. S'il devait choisir des outils, des langages, tu recommanderais de s'orienter vers quel type vers quel techno, vers quelle compétence? Un langage, QGIS forcément, parce que bon, c'est accessible. Forcément du Python, forcément. Il n'y a pas de sujet dessus, parce que bon, c'est le langage de l'IA, c'est le langage du SIG, et QGIS. Pour développer des plugins, tu fais un Python. Voilà. Après, s'il veut s'orienter vers des langages, après pour le front, c'est plutôt du React. Les stacks JavaScript standard, React, voire Vue.js, ce qu'il est beaucoup en train de monter. Et puis voilà. Et puis si vraiment il veut de la performance, faire du C++, mais ça se fait moins. Okay. Moi, j'utilise vraiment le C++ pour de la performance, pas pour autre chose. Quand il y a besoin, je peux le faire. C'est ça. Et puis c'est tout. Et après, ça va faire la base de données peut-être? Ah oui, pardon, oui. Du Postgre, du Postgre et avec l'extension PostGIS. Voilà. Et du coup, c'est les. Oui, oui. Oui, alors oui, il y a ça. Et puis aujourd'hui, pourquoi pas faire tout ce qui est ETL, sans forcément entrer dans. On n'en a pas parlé de FME, qui est un ETL pour faire des tâches de façon automatique en masse. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas ETL, Extract, Transform, Load, l'idée c'est une solution qui permet de manipuler la donnée et souvent de masse. Souvent on l'utilise quand on a beaucoup de données. Ouais. C'est ça. Sur des trucs comme PySpark, c'est genre de choses qui vous permettent de faire ça. Parce que on n'a pas parlé, mais c'était un sujet aussi d'un de tes posts, c'est que on traite beaucoup de données. On est un peu data scientist, analyste, donc en ce sens-là, et oui, je pense qu'il y a des langages informatiques et avoir une approche data aussi de nos jours, c'est... Ouais. Pour moi, le géomaticien est un data analyst, pour moi. On peut être data analyst en connaissant uniquement Power BI
ou Tableau. J'ai vu des Oui. data analysts qui sont salariés avec l'étiquette data analyst et qui font du Power BI. On peut être aussi data analyst en faisant que du Python, en faisant des algos, du machine learning. Et pour moi, on peut être data analyst en faisant du QGIS, puisqu'on analyse de la Oui. donnée. Et c'est même un data analyst plus, parce que on analyse de la donnée et on a cette spécificité de données spatiales. Bon, après, encore une fois, c'est mettre une étiquette sur des compétences et c'est toujours compliqué. Mais dans l'idée, en tout cas, c'est ma vision des choses. Ben, c'est un sujet en ce moment. C'est un sujet. Est-ce que QGIS est un ETL? On peut Voilà. l'utiliser tel. D'ailleurs, si on l'utilise par le modeleur graphique, on peut mettre en place quelques automatisations pour automatiquement transformer des données à une plus petite échelle, mais dans l'idée. Oui. Ouais. Bon, après. Tu sais, il y en a bien qui faisaient du Excel pour de la base de données. Donc. C'est vrai. Le nombre de fois où je demande à des clients s'ils ont une base de données et ils me disent oui, et c'est un dossier avec des tableaux Excel dedans. C'est voilà. Notre base de données. Ah, ok. Bon. Alors, on va t'expliquer. Très bien, Denis. L'émission touche à sa fin, mais avant, j'aurais aimé faire un petit jeu avec toi pour finir. Ok. Un jeu mythe ou réalité. L'idée, c'est que je vais te donner une phrase en lien avec ton métier, avec notre métier, avec la géomatique. Et je veux que tu me dises juste si pour toi c'est mythe ou réalité. Et tu me le dis sans trop réfléchir, un peu d'instinct. Est-ce que c'est Ok. clair pour toi ? Tout à fait. Alors, première affirmation. Un bon développeur web SIG doit être un excellent cartographe. Mythe ou réalité ? Mythe. Le SIG web, c'est juste du SIG classique dans un navigateur. Mythe ou réalité ? Mythe. Sans JavaScript, on ne peut pas faire de web SIG sérieux aujourd'hui. Mythe ou réalité ? Mythe. Les performances sont le principal frein au déploiement de web SIG. Mythe ou réalité ? Toujours mythe. Mythe. L'open source est aujourd'hui plus faible que certaines solutions propriétaires en web SIG. Mythe ou réalité ? Toujours mythe. Les géomaticiens sous-estiment la complexité du développement web SIG. Mythe ou réalité ? Mythe. Ça dépend. Mythe ? Ça dépend de la personne. je suis Non, ça étonné. dépend. Ça dépend. Ça dépend. C'est Sous-estime. ton avis, hein, c'est toi qui... Non, là, c'est une question entre les deux. C'est quantique. Non, ça dépend de la personne. Ça dépend de la... Ok, allez, donc tu as utilisé le Joker. Les collectivités sont techniquement prêtes pour le web SIG. Mythe ou réalité ? La réalité. La majorité des projets web SIG échouent pour des raisons techniques. Mythe ou réalité ? Mythe. Le web SIG rapproche réellement les décideurs des données géographiques. Mythe ou réalité ? Réalité. Et enfin, l'IA générative va changer la manière de développer des applications web SIG. Mythe ou réalité ? Réalité. C'est bien, c'est cohérent avec tout ce qu'on a échangé, merci beaucoup. Et enfin, pour terminer, un tout dernier jeu. Alors attention, ce jeu-là, je l'ai appelé la carte Joker. C'est simple, tu peux soit répondre, ou soit tu as le droit de dire Joker et tu réponds pas. Ok ? Ok. Donc là, tu t'attends déjà à une question potentiellement. Alors, est-ce que tu peux me donner une phrase que tu n'oserais jamais dire sur LinkedIn ? Vous êtes incompétent. J'aime bien. Merci beaucoup Denis pour cet échange, c'était super. Merci à toi. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver si on veut, pourquoi pas, collaborer, travailler avec toi ? Essentiellement sur LinkedIn. Voilà. C'est essentiellement Ok. sur mon profil. Pour me pinguer, me contacter. Puis voilà. Et donc pour te trouver sur LinkedIn, on tape quoi exactement ? Denis Bouroufala. Ok. Il y en a qu'un. J'afficherai ton nom pour que tout le monde puisse te trouver. Merci beaucoup. Et merci à toi. Bonne journée, de bonnes fêtes à tous. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode du Géomagicien. Je vous souhaite à très bientôt. Continuez d'apprendre à votre rythme, à votre manière, mais surtout avec un moyen que vous pourrez tenir dans la durée. À bientôt tout le monde. Ciao. Vision, you magicians.
Jill Magician. Ew, but what's your job? I'm doing math. Sorry, what's your job? You know, with data. But what's your job? I make the world readable. Tune it up, hey, hey, it's the podcast show. Tune it up, hey, hey, it's the podcast show. Maps, data, vision, Jill Magicians. Hey, hey, it's the podcast show with Jill Magician. But what's your job? Maps, data, stories.